Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Je suis Kossi Balao, le directeur du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale et je suis ravi de vous accueillir pour discuter ensemble d'un sujet innovant, d'un sujet passionnant. Il s'agit aujourd'hui d'un webinaire sur l'intérêt du réseautage pour les journalistes. Avant de commencer, quelques mots à propos de qui organise ce webinaire. Le webinaire est organisé par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes CFJ, qui est basé à Washington. C'est un forum lancé en partenariat avec le Réseau international des journalistes. Le forum se décline en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe, et il a pour objectif d'apporter une véritable aide aux journalistes en cette période de pandémie. Nous avons plus de 10 000 journalistes qui participent à nos activités chaque semaine. Nous organisons des webinaires, des ateliers en ligne, des formations gratuites pour les journalistes. Et si vous êtes journaliste, nous vous prions de bien vouloir rejoindre notre forum sur Facebook. Comme pratiquement dans tous les secteurs d'activité, il existe aussi pour les journalistes des fédérations, des organisations, des associations, des centres et réseaux qui œuvrent en faveur de leur métier. Mais en quoi ces organisations sont-elles importantes pour les journalistes? Comment les choisir? Quel avantage offrent-elles? Comment les journalistes peuvent-ils s'en servir pour faire avancer leur carrière? C'est l'objet de ce webinaire qui réunit des présidents et responsables d'associations de journalistes. Nous recevons pour ce panel Madame Adrienne Ngono Moussang. Elle coordonne la rédaction de Science Watch Info après avoir été chef de la rubrique Science, Santé, Environnement au quotidien privé Mutation. Elle est la présidente du réseau des journalistes pour l'application du plan d'action de Maputo. Notre second invité est M. Hector Namnang. Il est journaliste environnement à vertogo.com, qui est un magazine en ligne sur l'environnement. Il est aussi le président de l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Nous avons également Jean Sinclair Maka Bosokoto, qui est journaliste d'investigation, fact-checker et formateur. Il est le directeur de publication du journal Anti-Inforce RCA et le coordonnateur du consortium des journalistes centrafricains pour la lutte contre la désinformation. Et notre quatrième invité est M. Joseph Mbengboum, journaliste scientifique, directeur de publication du quotidien Éco-Santé et du journal Afrique Environnement. Il est aussi le président national de l'association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce panel. Pour les participants qui nous suivent, vous pouvez poser vos questions. Si vous nous suivez sur Facebook, vous posez les questions dans les commentaires sous la vidéo. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez simplement soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. Notre première question s'adresse à Madame Ngono Moussang. Dites-nous quelle est la meilleure façon de se constituer un réseau en tant que journaliste. Votre micro n'est pas activé. Madame Moussang, le micro n'est toujours pas activé. Maintenant, c'est parfait. Oui, il est activé. C'est bon. Ça va? Oui, ok. Oui, maintenant, ça va. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Kossi. Bonjour à tout le monde. Bonjour à... Je vais dire d'entrée de jeu, c'est qu'il n'y a pas de formule standard pour créer un réseau, pour un bon réseautage. Cependant, ce que je dois dire, c'est que la connexion fait certainement défaut. Madame Adrienne, vous êtes avec nous? En attendant qu'elle revienne, je repose la même question à M. Jean Sinclair. Dites-nous quelle est la meilleure façon pour un journaliste de se constituer un réseau professionnel, un réseau de contacts. Merci beaucoup, Kossi, et bonjour à toutes et à tous, encore une fois.
Bon, comme disait tout à l'heure Madame Adrienne, je pense qu'il n'y a pas une formule magique pour se constituer un bon réseau en termes de réseautage. Mais ce qu'il faudrait savoir d'abord, premièrement, je pense qu'aujourd'hui, le réseautage a évolué. Et le réseautage des années 90, 2000 ne sont plus pareils dans les années 2020, 2021 aujourd'hui. Et il faut prendre en compte l'aspect numérique du numérique qui s'intègre. Mais la formule, c'est beaucoup plus la même pratique traditionnelle, c'est-à-dire il faut toujours fournir son carnet d'adresses, avoir un carnet d'adresses fourni, et toujours ne pas oublier lors des colloques ou des échanges d'avoir sa carte de visite toujours sous la main, et ça permet d'avoir aussi d'élargir son champ d'action, mais avec l'aspect numérique, je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours faire des mises à jour de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire être présent sur LinkedIn, être aussi présent sur Twitter et également soigner son e-réputation. Je pense que nous allons éventuellement revenir un peu plus en large dans nos discussions au cours de nos échanges tout à l'heure. Monsieur Hector, je vous repose la même question. Comment constituer ou construire un bon réseau professionnel en tant que journaliste? Monsieur Hector, vous êtes avec nous. Votre micro n'est pas activé. Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci confrère Kashi Belao. Bon, oui. Oui, allô, c'est bon? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Je vous entends parfaitement bien, monsieur Hector, et je pense que c'est le cas pour les autres participants. Oh, j'avoue que là, c'est la connexion. Je pense que l'image de M. Hector est figée. L'image est figée, c'est la connexion, cher ami. La connexion. Donc, en entendant qu'il nous revient, Madame Adrienne. En fait, je dirais que, bon. Ah, voilà, il est là. Allô? Oui, allô. C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Oui, au fait, je disais que mon prédécesseur a déjà pris en compte beaucoup de choses que je voulais évoquer, mais je dirais que la majorité du travail aussi se fait maintenant sur les réseaux sociaux. Quand on dit réseaux sociaux, comme il a dit, à chaque fois que tu arrives à publier des articles, à chaque fois que tu arrives à taguer la plupart des personnes qui sont intéressées et par ce que tu fais, cela te permet automatiquement de pouvoir créer ton réseau. Donc, il faut identifier les personnes qui sont intéressées par la thématique dans laquelle tu es spécialisé. Par exemple, moi, je suis journaliste environnementaliste. Chaque fois quand je m'en vais sur les réseaux sociaux pour publier peut-être des productions, des histoires ou bien des enquêtes que j'ai fait, je tag des personnes qui sont dans le domaine de l'environnement et automatiquement, ces personnes constituent les personnes qui seront dans mon réseau. Et à chaque fois maintenant, quand il y a quelque chose dans le domaine de l'environnement, facilement, eux aussi peuvent me taguer, eux aussi peuvent me contacter, etc. Donc, c'est en fonction de la spécialisation et surtout de la passion qu'on a par rapport peut-être à un genre de journalisme qu'on défend, qu'on pourrait véritablement avoir des conséquences. Est-ce que je pourrais... Merci. Madame Adrienne Mousson, vous nous avez laissé un petit ton, soyez les bienvenus. Vous étiez en train de répondre à la première question. Allô, Adrienne? Oui. Vous êtes connecté avec votre téléphone ou votre laptop? Je vois deux Adrienne sur mon écran.
Je crois que le souci n'est toujours pas réglé avec Adrienne et nous allons continuer en attendant que vous ayez une meilleure connexion ou si vous pouvez désactiver l'onde. Je ne sais pas si vous êtes connecté avec deux mobiles, votre laptop et puis votre téléphone portable, ce serait utile de désactiver l'onde. Monsieur Jean-Claire, dites-nous, est-ce que vous êtes vous-même membre d'un réseau de journalistes? Oui, merci beaucoup, Kossi. En tant que membre du réseau actuellement pour la lutte contre la désinformation, déjà, je suis membre du réseau ODIL qui est Observatoire des initiatives pour la lutte contre la désinformation, et également membre Afrique de GIGN, que c'est sûr que vous connaissez très bien. Et également, pour le moment, on est en train de finaliser avec la plateforme Médias et Démocratie, pilotée par Olivier Pio, pour qu'il y ait une synergie entre Médias et Démocratie et le consortium des journalistes. Donc, pour le moment, effectivement, IFJN, où je suis même membre pour le moment. Voilà. Maintenant, en interne, en République centrafricaine, ici, on peut dire, pour dire que réellement qu'il y a un réseau des journalistes qui regroupe tous les journalistes centrafricains, c'est difficile à le dire. Nous avons ici le syndicat des journalistes, qui est l'UJCA, et en dehors du syndicat des journalistes, nous avons le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, qui regroupe beaucoup plus des journalistes spécialisés. Et aussi ceux qui œuvrent dans les sensibles conflits, les genres et autres, pour les femmes et aussi pour l'environnement. C'est un peu disparate, mais pour le moment, pour regrouper tout ça et avoir un seul un seul réseau centrafricain qui regroupe tous les journalistes centrafricains et éventuellement pour ouvrir des opportunités ou organiser des colloques. À l'heure actuelle, la République centrafricaine n'en dispose pas, malheureusement, et c'est ce en quoi nous faisons face actuellement. Mais pour nous, au niveau de notre consortium, nous essayons de regrouper tous ceux qui sont des journalistes qui luttent contre la désinformation, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a les spécialistes, enfin, les fact-checkers qui sont que des spécialistes, et des journalistes qui sont également des fact-checkers et qui font également ce métier. Donc ici, il y a l'AFC, Association des fact-checkers, Association des fact-checkers de Centrafrique. Maintenant, ensemble avec nous, nous sommes en train de mettre en place une synergie pour regrouper les journalistes fact-checkers et les spécialistes fact-checkers pour en faire un bloc. Et comme le disait mon cher ami Hector, lors des publications, la plus grande partie, nous enregistrons dans des groupes de lutte contre la désinformation, dans des groupes qui font la promotion du journalisme d'investigation et autres. Mais en République centrafricaine, je pense que ce n'est pas le cas. J'ai pu vérifier un peu au niveau du Burkina Faso qu'ils sont un peu structurés, ils ont un réseau vraiment global qui regroupe presque tous les journalistes dedans, mais pour aller sur la République centrafricaine, on n'en dispose pas encore. Voilà. Pourquoi est-il important pour les journalistes d'appartenir à ce genre d'initiatives ou de réseaux de ce genre-là? Il va sans dire que l'Afrique en général souffre des problèmes démocratiques et les instabilités que ces pays africains en cours poussent les journalistes à être pas très bien protégés, exposés. Et quand un journaliste est souvent pris à partie, je pense que la corporation, il n'y a pas une mobilisation rapide de la corporation. Or, étant dans un réseau bien structuré, systématiquement, ce réseau peut se lever, se constituer en groupe pour faire un bloc et crier haut et fort pour que ce journaliste, que ses droits ne soient pas du tout empiétés. Je pense dernièrement, nous avons subi les cas ici avec un confrère, Ngopele. Ça, aujourd'hui, je pense que n'eût été l'intervention de votre forum, que voilà, la situation, on a porté haut un peu sa situation hors de la République centrafricaine. Mais il n'y a pas que ce cas, hein. Il y a plusieurs cas. Il y a aujourd'hui les journalistes qui sont exposés, qui sont pris à partie par les protocoles et les forces de l'ordre en République centrafricaine ici, parce que ces journalistes pointent du doigt les exactions qu'il y a dans l'arrière-pays, les exactions qu'il y a
non seulement dans certains arrondissements de la ville de Bangui, et bon, c'est vrai que ça ne fait pas du tout plaisir à l'exécutif ni à qui que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est même la réaction est timide. Actuellement, les journalistes ne se sont pas du tout levés comme les avocats il y a 3 jours de cela parce qu'un de leurs a été pris à partie. On a jeté un de leurs en prison et ils sont sortis dans la rue, ils ont grévé. Ils sont entrés en grève, mais aujourd'hui, nous, les journalistes, malgré nos droits sont piétés, on marche foulé aux pieds par les politiques, mais nous ne nous mobilisons pas du tout parce qu'à chaque fois, quand on essaie de se mobiliser, nous sommes très vite caricaturés étant de la coalition ou être proche des groupes armés. Donc, voilà, on est hostile au pouvoir en place. Or, s'il y a un groupe ou un réseau bien structuré, je pense que il devrait y avoir un lever de bouclier rapide pour défendre les intérêts des journalistes centrafricains. Aujourd'hui, je me rends compte la situation est très difficile avec le syndicat des journalistes qui peine à défendre les intérêts des journalistes centrafricains. Ça, il faut le dire, ce qui fait qu'il y a des dissensions parmi les journalistes. Certains chercheraient même à créer un autre groupe de syndicats pour défendre l'intérêt des journalistes à l'heure actuelle. Donc, l'intérêt, je pense, c'est d'abord pour nous protéger non seulement et nous offrir des opportunités qu'en République centrafricaine, des pays dans la sous-région ont et que nous, ici, nous ne bénéficions pas de ces opportunités. C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas du tout soudés et chacun évolue de son côté sans pour autant se rassembler sous un seul bloc. À l'époque, l'UJST a été forte dans les années 2013, pas 2013, mais dans les années 90 jusqu'à 2015, par là. Et voilà, donc tout juste pour paraphraser un peu, pour mettre un peu d'anecdote, je peux vous dire aujourd'hui, il n'y a pas une maison de la presse en République centrafricaine. Les journalistes sont dans la rue, chacun. Donc, nous ne savons même pas où nous devons nous regrouper, nous mettre en groupe pour essayer de mener des actions. Et là, dernièrement, ce problème s'est posé lors des échanges avec des confrères. On ne sait pas où on peut se regrouper pour trouver une solution concernant la situation. Et ça fragilise éventuellement la corporation ici en République centrafricaine. Monsieur Hector, en dehors des opportunités laissées par votre confrère Jean-Claire, quel autre avantage offre le réseautage? Pourquoi est-il nécessaire et important pour les journalistes d'adhérer à des... Oui, merci, Badao. Vous me recevez? Je veux Parfaitement savoir. bien. Super. Ok. Bon, moi, je crois qu'avec le réseautage, tout d'abord, ça permet tout d'abord de respecter le principe de libre accès aux sources de l'information parce que, vous savez, quand vous êtes un seul journaliste et que peut-être vous poursuivez peut-être une enquête ou bien vous êtes sur un dossier, souvent, l'accès des informations est souvent compliqué. Mais quand on sait que peut-être que vous êtes une association, vous êtes un réseau et que vous vous intéressez à ces genres d'informations, il y a plus de puissance. Quand vous allez vers les personnes ressources et que vous dites, OK, bon, voilà, je veux faire cette enquête, mais je fais partie de l'association telle et qu'on vous connaît, cela permet que l'accès aux informations est assez facile, est assez facile. Et en même temps aussi, ça favorise une certaine collaboration, qui est assez possible entre les journalistes et entre peut-être des chercheurs. Bon, et c'est-à-dire ça permet une facilité de travail au fait. Le métier devient un peu plus facile quand on se met ensemble. Mais quand on est seul, c'est compliqué. Vous voyez un peu, je crois que mon confrère, tout de suite, il a parlé d'un cas. Bon, il a parlé d'un Béninois, je sais pas si c'est le journaliste béninois, notre frère, qui a été arrêté entre-temps. Mais vous verrez que dans cette affaire-là, c'est parce que il y a eu La connexion Internet. Madame Adrienne Ngono, est-ce que vous pouvez partager avec nous, en attendant que M. Hector nous revienne, un témoignage vivant de la façon dont l'appartenance à un réseau vous a aidé?
Votre micro n'est pas activé, madame. Madame, on a un gros souci Hector de la veut connexion revenir. Internet, oui. Nous avons un gros souci avec la connexion Internet ce genre. Hector est de retour. Bienvenue. Est-ce que vous avez terminé votre allocution ou bien je crois que la connexion vous a un peu faussé compagnie? Oh, franchement, avec cette connexion, bon. Non, 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 non. J'aimerais encore ajouter, c'est-à-dire que l'entrepreneur tout agir dans. Par exemple, quand je prends notre cas, quand on s'est dit que bon, on est une association de journalistes qui est spécialisée dans l'environnement, cela vous étiquette en même temps, cela permet, cela crée une série, ça vous permet d'avoir une certaine facilité et par rapport. La À connexion. des corps de métier que vous rencontrez. Donc, c'est un peu ça, en fait, les avantages qui sont derrière le fait de se mettre en association et le fait de se regrouper. Voilà, merci. Monsieur Hector, est-ce que vous avez un exemple vivant de la façon dont l'appartenance à un réseau vous a, vous, particulièrement aidé? Un exemple que vous aimeriez partager avec les autres collègues, monsieur? Oui, bon, moi, je vais dire que moi, ça m'a donné un peu plus de crédibilité. Hein, ça m'a donné un peu plus de crédibilité. C'est vrai que moi-même, je suis un journaliste je me suis spécialisé, je travaille pour un magazine qui fait dans l'environnement. Mais au-delà de ça, quand, quand on a su que c'est comme ça, que j'étais à la tête d'une association qui travaille avec des journalistes avec la même thématique, cela a permis à ce que les gens arrivent à savoir que tu es vraiment sérieux dans ce que tu fais. C'est-à-dire, on ne va pas te prendre comme si tu étais un aventurier, voilà, comme un journaliste qui vient du jour au lendemain et puis va repartir, au fait. C'est-à-dire, la vision, elle est là et on sait que c'est une vision qui est vraiment étendue et qu'au-delà de ce que tu fais, tu veux amener d'autres confrères aussi à s'intéresser à ce genre de journalisme, au fait. Parce que nous avons constaté que chez nous, au Togo, le journalisme spécialisé n'est pas vraiment émergent, en fait. Aujourd'hui, on essaie encore, on est en train de se battre, mais ce n'est pas tous les journalistes qui sont vraiment motivés à se spécialiser. Cela est dû vraiment à beaucoup de raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais donc, nous sommes toujours dans cette démarche-là pour pouvoir véritablement amener nos confrères à pouvoir se donner un objectif précis dans un domaine bien précis, afin que ce domaine-là puisse être impacté d'une manière ou d'une autre. Monsieur Hector, lorsque nous parlons de résultats, les journalistes doivent-ils se mettre avec d'autres collègues ou des experts qui interviennent dans des métiers complètement différents des leurs? Tout de suite, vous évoquiez l'appartenance à un réseau, à une association qui fait dans l'environnement. Ça veut dire que ce sont des journalistes spécialisés, des journalistes qui s'intéressent à la thématique de l'environnement. Est-ce que je suis un journaliste environnementaliste, suis-je obligé ou bien dois-je préférer les organisations ou les associations qui travaillent dans mon secteur, ou est-ce qu'il y a d'autres avantages d'adhérer à des réseaux diversifiés, par exemple GIGN, qu'a mentionné le confrère Jean-Claire Macaque Bosokoto? Il existe d'autres fédérations, il y a même aussi la Fédération internationale des journalistes, des fédérations des journalistes indépendants. Est-ce qu'il faut intégrer tous ces réseaux, ou bien quel type de réseautage on fait pour les journalistes? Bon, moi, je me dis que cela va déjà de la vision de chaque journaliste, hein, parce que c'est toujours bien aussi, c'est toujours bien d'avoir d'autres collaborations avec d'autres associations, d'autres réseaux, mais cela va toujours de la vision qu'on a.
par exemple, je peux travailler, par exemple, avec d'autres associations, mais toujours dans ma vision, celle de faire faire du journalisme environnement. C'est vrai qu'il y a de ces genres de réseaux, mais je crois que ces genres de réseaux aussi sont toujours à la recherche de journalistes qui sont spécialisés dans quelque chose qui est bien ordonné. Si, par exemple, je suis dans un grand réseau comme le réseau GJN dont vous avez fait mention, je crois qu'il y a déjà des opportunités que ce réseau-là peut offrir à un journaliste qui est peut-être spécialisé dans l'environnement. Et vous verrez que quand vous êtes dans ce réseau, lorsque les offres là viendront, ou bien lorsque les opportunités là se présenteront, vous serez le premier qui va bénéficier de cela parce qu'on sait que, ah tiens, celui-ci, il travaille sur tel domaine, je crois que cette opportunité peut vraiment lui aller. Et donc, je crois que ce n'est pas tellement bien de rester dans son coin, mais c'est toujours bien en tant que journaliste de pouvoir échanger avec d'autres associations, d'autres unions de journalistes, de fédérations de journalistes, mais tout en faisant montre de notre intérêt, en fait, de notre intérêt, du domaine qui nous plaît, de ce qui nous passionne, de l'histoire qu'on veut véritablement rédiger, écrire, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, tout en ne se laissant pas engloutir, parce que dans ces réseaux aussi, eux aussi ont peut-être leur ligne éditoriale, peut-être eux aussi ont leur manière de faire le journalisme, mais c'est à nous maintenant de voir dans la mesure du possible comment essayer de faire le lien entre, voilà, entre ce qu'ils veulent et ce que nous voulons. Monsieur Jean-Clair, Oui, une chose est de bâtir, ou bien vous voulez intervenir sur un point évoqué par le confrère? oui, cher Annick aussi, je reviens encore sur ce que vient de dire Hector. Je pense que la particularité même et les avantages du réseautage, c'est d'abord pour nous ici. Je peux vous dire sincèrement qu'en République centrafricaine, on a un problème de formation. Et grâce à ce réseautage, ça nous permet de nous former. Aujourd'hui, je vois qu'il y a l'aspect Mojo, c'est-à-dire journalisme mobile. Ouais. Ça, c'est moi-même, je me suis inscrit. J'ai demandé à certains membres du consortium de s'inscrire. Et c'est ce qui se fait le plus. Vous ne verrez plus quelqu'un trimballer une grosse caméra, voilà, dans un petit village. Aujourd'hui, tout se fait avec le smartphone. Et avec l'avancée technologique, il est primordial pour nous, journalistes, de savoir appréhender ces outils numériques, c'est-à-dire ces smartphones, avec les applications qui vont avec. Non seulement ça, il y a aussi l'autre aspect de formation que ça nous permet d'élargir notre champ. Je disais tantôt, je pense il y a quelques jours, j'ai posté une image, c'est-à-dire c'est un reportage qu'un des confrères du réseau des droits de l'homme, il est parti dans l'arrière-pays, il a réalisé un reportage où des femmes enceintes et des mineurs même en train sur un champ minier, c'est-à-dire un chantier d'or, en train de creuser, la femme en train d'allaiter le bébé et tout ça. Et quelques heures après, je pense j'ai été contacté par Amnesty, par plusieurs organisations de droits de l'homme pour s'inquiéter par rapport à la situation où même des mineurs travaillent dans ces champs aujourd'hui. Et là, ça me permet non seulement d'élargir le réseau, parce que là, je suis en collaboration. Dès qu'il y a un petit problème concernant, ils prennent contact systématiquement. Et les avantages aussi, ça a permis dans mes enquêtes aussi, concernant les infox ici, là, des informations, de me baser aussi sur certaines sources qui est aux États-Unis. Et voilà, on me donne des tuyaux, on me donne la personne ressource à contacter. Et voilà, on me donne des applications capables de pouvoir retracer ou essayer de géolocaliser là où l'événement s'est réellement produit pour accompagner avec mes éléments pour que l'article soit vraiment consistant et mettre à la portée de tous, quoi. Là, bon, on peut revenir à la question que tu voulais poser tout à l'heure. Oui. En attendant que je revienne, Madame Adrienne est de retour. Nous allons lui laisser la parole et la question, je vais vous la poser, Adrienne. L'une chose est de bâtir son réseau, de construire son réseau, de le développer. Et l'autre, c'est de savoir entretenir son réseau. Comment on entretient un réseau? Comment les journalistes peuvent bien entretenir des réseaux après les avoir construits? Le réseau c'est fait de plusieurs façons. Bon, nous avons développé des cafés sciences. Ça veut dire que
Certains peuvent aller plus loin avec des enquêtes à partir de l'échange avec le spécialiste. Ça fait qu'à partir de là, ces spécialistes en parlent en termes de personnes ressources. Vous savez que pour le journaliste, c'est la source d'information qui est d'abord la matière première. Si on ne l'a pas, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas écrire un article si on n'a pas l'information. Donc, pour avoir l'information, on va à la bonne source, surtout en tant que journaliste scientifique. Lorsqu'on a déjà des sources d'information, c'est déjà une très bonne chose. Et ça ne se limite pas que là. Ces personnes avec lesquelles on a travaillé nous ont ouvert beaucoup de portes. Actuellement, notre réseau est celui de José Mbemboum, malheureusement, il n'est pas avec nous. Nos deux réseaux ont accompagné une campagne de sensibilisation sur le coronavirus parce que le pays voulait atteindre l'immunité collective et on s'est dit il faut mener une enquête de départ pour pouvoir voir comment on va adresser les questions, la question de la vaccination, la question de la protection aux populations, ainsi de suite. Et nos deux réseaux ont été contactés et c'était une campagne qui a duré une semaine, un mois, j'allais dire. Ouvert aussi, ça fait que beaucoup d'autres personnes ont eu connaissance que nous existons. Et c'est comme ça que ça se passe assez souvent. Nous allons vers la personne, on dit, nous, on est un réseau, on veut travailler avec vous. Est-ce que vous pouvez nous aider à organiser une journée d'échange? On peut faire 2-3 heures d'échange. À la fin, on produit les articles. À la fin de tout ceci, la personne en parle à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Donc, voilà comment on entretient le réseau. Et ça fait que pendant cette activité, nous invitons l'ouverture médiatique pour relayer notre activité, c'est-à-dire dire que notre réseau a eu telle ou telle activité dans les médias, télé, radio et autres. Parmi ces journalistes-là, il y en a qui vont s'intéresser au réseau et qui vont nous rejoindre. Je ne sais pas si c'est ça, c'était ça votre question. Donc, vous allez, ces journalistes-là vont rejoindre le réseau. Et c'est comme ça que le réseau s'élargit en journalistes et en personnes ressources. Ça fait que chaque fois que nous voulons peut-être expliquer quelque chose d'assez, disons, nous voulons travailler sur une thématique un peu complexe, on peut s'adresser à la personne avec laquelle nous avons déjà eu à travailler, qui nous dit, bon, moi, je vais vous trouver une source qui est peut-être d'un autre domaine, ainsi de suite. Et voilà comment nous réussissons à travailler. L'autre chose que le réseau nous apporte, c'est ce que les autres ont déjà eu à dire, c'est-à-dire que c'est les ouvertures voilà, je suis en train de parler avec vous, vous ne connaissez pas, c'est grâce au réseau. Depuis quelque temps, vous êtes devenu un membre sur le plan professionnel. Je peux lever cette difficulté. D'autres choses, c'est les opportunités de formation. Moi, j'ai été formée comme journaliste scientifique parce que j'appartenais à l'Association camerounaise des journalistes scientifiques. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'information que la Fédération mondiale des journalistes scientifiques devait lancer une formation pour les journalistes. Et j'ai postulé, j'ai été retenue, j'ai suivi ma formation pendant 2 ans. Voilà tant d'avantages, sans oublier que, étant en réseau, on est frères. Dernièrement, une consoeur camerounaise, parce que moi je suis camerounaise, Line René Batongue a eu des soucis parce qu'elle est allée faire une couverture, elle est allée enquêter sur une forêt communautaire où il y avait des bruits autour de la forêt, les populations autochtones se plaignaient et tout. Elle a été interpellée par les autorités administratives, elle m'en a parlé et moi j'ai simplement envoyé l'information dans les réseaux parce que nous avons des plateformes Facebook, WhatsApp et autres. J'ai envoyé l'information. Au bout de
d'une heure, bon, l'autorité administrative au niveau international et mondial, ça permet aussi de se défendre entre membres du réseau. Parce que nous formons déjà une famille, on se protège. Moi, j'avais été inquiétée par la police chez moi. Ce sont les membres du réseau qui ont divulgué l'information. Donc, je voulais me rattraper pour dire ce que je n'ai pas pu dire à cause des difficultés de réseau cette fois-là, le réseau Internet. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Nous parlons du réseau professionnel et le réseau Internet aussi s'y mêle. Monsieur Jean-Clair, vous êtes, vous, le coordonnateur du consortium des journalistes centrafricains pour la lutte contre la désinformation. Pourquoi un journaliste devrait intégrer votre réseau, votre consortium? Oui, merci, cher ami. Je pense aujourd'hui, la République centrafricaine, sur le plan mondial, est catégorisée comme un pays de rumeurs d'abord, premièrement, et puis pays où la désinformation est accrue. Et aujourd'hui, la désinformation, avec toutes les multiples crises que ce pays a traversées, est devenue une arme plus qu'une balle, parce qu'il suffit seulement qu'il y ait une rumeur ou une fausse nouvelle mal interprétée, voilà, qui est représaille partout ailleurs, que ce soit dans la capitale ou dans l'arrière-pays. Et sans pour autant vous refaire l'histoire ou l'information, donner l'information, vous êtes sans ignorer que la République centrafricaine, la France vient de suspendre son aide budgétaire, soit de 10 millions d'euros, et tout ça uniquement à cause de la désinformation. Et nous, journalistes, aujourd'hui, il est de notre devoir de non seulement de respecter l'éthique et la déontologie, parce que quand on essaie de candidater à certaines offres sur le plan international, systématiquement, la porte est fermée parce qu'on se dit, les confrères de l'autre côté disent que voilà, vous ne respectez pas l'éthique et la déontologie. Ce qui fait que tous les journalistes centrafricains, soit c'est la part, aujourd'hui, le camp s'est divisé en deux camps. Il y a ceux qui les informent et ceux qui font leur travail très bien. Parce que là, la précarité oblige que la désinformation est devenue un fonds de commerce. Il y a quelques jours, il y a une consoeur en France, Aude, qui essayait de décrypter un peu comment le business de fake news, certaines personnes arrivent à s'enrichir avec le business de fake news en Europe, partout ailleurs. Exactement le cas ici. Ici, vu que les subventions de l'État tombent difficilement et que les journalistes peinent à joindre les deux bouts, et quand il y a opportunité de désinformer avec quelques sommes à la clé, les journalistes sont systématiquement friands de ça et s'orientent de ce côté. Ce qui fait qu'on a du mal à donner une bonne information et on perd en crédibilité au niveau de la population. Toute l'information qu'on donne des populations n'arrive plus à croire aux journalistes centrafricains. Nous nous sommes dit, il est de notre devoir, non seulement pour faire comprendre aux citoyens lambda que, voilà, que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ne sont pas systématiquement des journalistes. Certes, ils écrivent très bien, ça peut être un écrivain, ça peut être un instituteur, mais à la clé, ce n'est pas un journaliste. Un journaliste, il y a plusieurs critères, respecte beaucoup de critères, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie poussent certains à diffuser certaines informations ou à ne pas diffuser, sachant très bien que cette information pourrait éventuellement susciter ou créer des incidents ou ailleurs. Donc, nous essayons de faire Monsieur comprendre… Jean-Clair, vu le contexte tel que présenté en Centrafrique, est-ce que vous arrivez facilement à convaincre vos collègues à adhérer à votre consortium? Oui, il est primordial. Nous, on arrive à convaincre les confrères parce que je pense, grâce à cela, j'étais dernièrement à Tunis dans le cadre d'une formation de médias et démocratie. Et si je diffusais les fausses informations, si j'étais friand des fausses nouvelles dans mes colonnes, je pense que voilà, les partenaires de médias et démocratie n'allaient pas du tout retenir ma candidature ni celle de ma consoeur Grace qui était partie avec moi. Donc, on essaie de leur faire comprendre qu'il y a une part des choses. Si vous donnez une bonne information, non seulement vous allez vous profiter, et aujourd'hui, je pense que certes, il y a beaucoup plus de partenaires internationaux qui essaient de couper. Je vois, il y a certains organismes ici qui coupent
les insertions publicitaires ou les abonnements à certains journalistes parce qu'eux-mêmes, à la longue, ils se sont rendus compte que ces médias ne diffusent que les fausses nouvelles, ne diffusent que des infox. Donc, on essaie de faire comprendre à ces derniers que voilà, il est de notre rôle d'informer la population, vu que le taux d'analphabétisme, c'est presque à 60% en République centrafricaine. Et si nous, professionnels des médias, nous nous versons aussi dans ces jeux, ce qui veut dire que le pays risque de sombrer dans le chaos. Il n'y a pas longtemps, on nous parlait de la crise, c'est-à-dire d'une guerre interconfessionnelle ici, interreligieuse. Or, il n'en est rien. Et tout ça, c'est parce que nous, journalistes centrafricains, nous n'avons pas su donner la bonne information à l'échelle internationale pour permettre aux médias internationaux de pouvoir se focaliser sur ça. Mais vu que nous-mêmes, avec notre défaillance, notre incapacité à donner la bonne information, c'est l'information qui était diffusée sur presque toutes les chaînes internationales à l'époque, que voilà, c'est la guerre interreligieuse entre chrétiens et musulmans en République centrafricaine. Il n'en est rien. Et à la suite, il y a eu des représailles. Beaucoup de confrères, des frères ou des sœurs ont perdu la vie comme ça à cause de ces informations. Donc, on essaie de faire comprendre l'enjeu aux confrères que le respect de l'éthique et de la déontologie, c'est primordial. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous avançons aussi avec l'organe de régulation ici, qui est le Conseil de la communication, qui, à son niveau, essaie de sensibiliser à chaque fois. Mais certes, quand vous essayez de sous-peser la précarité, l'économie, le modèle économique et l'éthique et la déontologie, c'est difficile pour un journaliste de faire recours systématiquement à l'éthique et à la déontologie. La personne va vouloir arrondir les fins du mois rapidement en désinformant, parce que je peux vous dire aujourd'hui, il y a des usines à trolls ici qui financent la désinformation, en République centrafricaine. Et tous ceux qui luttent contre la désinformation sont systématiquement ciblés, étiquetés. Il y a 3 mois ou il y a 5 mois de cela, j'étais obligé de changer de domicile parce que pendant un certain temps, j'ai été ciblé en donnant des informations concernant d'autres comptes. On disait que voilà, j'étais dans l'autre compte, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs confrères qui ont vu leur compte Facebook attaqué par des trolls, des sites internet du réseau des journalistes. À l'époque, ça avait été attaqué parce qu'ils diffusaient la bonne information. Donc, les usines à trolls ici, organisées par des puissances, je pourrais dire, étrangères, avec la bénédiction de certains confrères de la place ici. Donc, ça pousse notre organisme, notre organisation à renforcer beaucoup plus, à sensibiliser davantage. Certes, la sensibilisation, c'est aussi une question de moyens. Il faut avoir les ressources pour le faire. Et pour ça, nous, on essaie d'utiliser les médias sociaux pour toucher un large public avant même de bénéficier, ne serait-ce qu'à d'autres subventions pour faire dans ce sens. Et je peux vous revenir encore dans les cas de cybersécurité qu'aujourd'hui, le consortium est en train de s'allier avec d'autres partenaires à l'échelle internationale pour essayer de renforcer la capacité de nos journalistes ici à sécuriser leurs comptes, les journalistes d'investigation à sécuriser. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui connaissent, les journalistes qui connaissent le ProtonMail. Le ProtonMail, c'est sécurisé, c'est une messagerie qui est sécurisée pour sécuriser ces échanges par mail ou bien le signal. Beaucoup préfèrent rester sur ce qui est souvent facile à utiliser. Donc, je pense qu'on va bénéficier très prochainement d'expertise en la matière de cybersécurité. Donc, c'est ce que notre consortium essaie de faire ici. Merci beaucoup, cher confrère. Monsieur Hector, nous tendons déjà vers la fin de ce webinaire et nous avons juste quelques questions des participants qui nous suivent. Une question posée sur Facebook. À quel niveau faut-il atteindre pour être accepté dans un réseau? Elle s'adresse à vous, monsieur Hector. À qui? Elle s'adresse à qui? À monsieur Hector. Allô? Oui, allô, Hector. Oui, bon, moi, un confrère voudrait savoir à quel niveau faut-il être accepté dans un réseau. Non, bon, je me dis si le confrère est déjà journaliste et que, bon, il arrive déjà, bon, il travaille dans un média, c'est-à-dire toutes les informations, il diffuse des informations, cela suffit déjà pour faire partie d'un réseau parce que notre travail, c'est d'informer, notre travail, c'est certes de ces informations-là avant de les diffuser. Une fois que tout cela est déjà
mis ensemble ou bien tout cela est réuni, je crois qu'il peut faire partie d'un réseau. Et maintenant, au travers de réseau, il pourra jouer sa partition, il pourra lui aussi véritablement militer comme membre. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué, à moins que dans les réseaux, on exige véritablement que le journaliste en question soit vraiment imprégné de la thématique qui les réunit. Parce que chaque association avec sa ligne éditoriale, chaque association avec son objectif précis. Par exemple, je crois que le confrère du Congo nous parlait un peu de comment la désinformation est quelque De la chose qui est très... Centrafrique plutôt. Oui, bon, c'est la Centrafrique, pardon. Excusez-moi. OK. Il parlait de la désinformation. Donc, déjà, je crois que pour faire partie de ce genre de construction, bien de réseau, il faut déjà être un journaliste qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à la désinformation, à tout ce qui est check-in, tout ça, fact-check, tout ça. Donc, c'est ce que je disais tout de suite, c'est que il faut d'abord être passionné par un domaine bien précis. C'est en fonction de ça maintenant qu'on pourra facilement accepter ton adhésion ou bien ta candidature dans une association. Mais quand tu n'es pas véritablement passionné par un domaine, c'est compliqué parce qu'on te dit, il viendra faire quoi de nouveau à notre réseau. Vous voyez un peu, parce que c'est vrai, souvent tout le monde veut appartenir à un réseau, mais la vérité est que vous vous rendez compte qu'il y a de ces journalistes ou bien de ces membres-là qui, franchement, ils ne travaillent pas, c'est-à-dire ils ne s'activent pas, on ne les sent pas. Et je crois que il y a eu un souci de passion au niveau du domaine précis qui a fait que le journaliste arrivé à un niveau, il n'est pas vraiment actif. Alors que dans ces genres de réseaux, dans les réseaux, il faut être très actif et même proactif si on doit le dire. Comment rester actif dans un réseau, Hector? Oui, bon, rester actif dans le réseau, cela demande du travail, cela demande du boulot. Chaque fois, il faut être vraiment à la page, c'est-à-dire se documenter assez, voilà, être chaque jour à l'écoute de l'actualité, qu'est-ce qui se passe, que ce soit dans le domaine, que ce soit partout ailleurs. Cela vous permet maintenant de pouvoir alerter ceux avec qui vous travaillez, parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas avoir toutes les informations, mais quand il y a de ces confrères-là qui sont vraiment à fond dans ce qu'ils font, ça se sent automatiquement. Donc, voilà quoi, c'est le plus important. Madame Mousson, comment rester proactif dans un réseau? Oui, pour être actif dans le réseau, déjà, les réseaux sont des regroupements et comme tels, ils doivent être, pour le cas du Cameroun, il faut être reconnu. C'est-à-dire qu'il faut avoir des statuts, un règlement intérieur. Et dans les statuts, on définit qui peut être membre, qui peut ne pas être membre actif. Donc, maintenant, ce que nous faisons dans le réseau des journalistes pour l'application du plan d'action de Maputo, c'est qu'à des moments, nous nous disons, bon, puisque nous nous intéressons à la santé, au développement durable et au développement tout court, nous nous disons, bon, est-ce que pour animer le réseau et pour que le réseau reste actif, est-ce qu'il ne faut pas penser à une campagne? On lance parfois des campagnes d'information. Comme récemment, nous avons lancé une campagne de sensibilisation et d'information sur un test que le Cameroun avait signé. Ça concerne la santé de reproduction, le protocole de Maputo, avec des articles précis, mais qui jusqu'ici ne sont pas appliqués. Nous avons dit, nous, en tant que réseau, nous allons lancer une campagne sur cette thématique-là et nous avons été accompagnés par quelqu'un qui nous a donné un Le son est parti. Vous arrivez à m'entendre? Moi, non. Non, non. Madame Adrienne, le son ne me parvient pas. Toujours pas. Essayez de réactiver votre son, Madame Adrienne.
Le problème persiste toujours. Nous avons un petit souci de son. On n'arrive pas à vous entendre. Il n'est toujours pas résolu, madame. Dommage, dommage, dommage que l'Internet, le réseau nous fasse nous joue ce sale tour. Nous sommes aussi, il faudrait le préciser à la fin de cette session. Est-ce que, chers panélistes, vous aviez une dernière chose à ajouter avant qu'on ne termine? Oui, pour ma part, je pense que pour renforcer non seulement la question que vous avez posée tout à l'heure, un réseau, chez nous ici, d'abord, pour intégrer le consortium, c'est-à-dire c'est ouvert à tous les journalistes. C'est ouvert à tous les journalistes, mais avec des conditions, il faut respecter d'abord, oui, centrafricain, respecter l'éthique et la déontologie. Et nous avons une charte aussi que nous faisons respecter à tous les membres. Vous lisez d'abord si vous êtes sûr de pouvoir diffuser la bonne information dans vos colonnes ou sur votre blog, eh bien voilà, vous êtes membre. Maintenant, nous ne sommes pas du tout arrêtés au niveau des journalistes parce que nous savons que le problème de la désinformation, c'est un problème global qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi nous sommes appesantis aussi sur des leaders communautaires, des leaders religieux, des leaders d'associations. Nous les sensibilisons dans ce sens et à la fin, quand nous nous rendons compte qu'ils sont assez formés et leur capacité a été renforcée, nous les intégrons au réseau pour sensibiliser à leur tour leur base, effectivement. Et dans ce sens, dernièrement, nous avons… Oui. Monsieur Jean-Claire, pour les confrères, les journalistes qui nous suivent en ce moment, est-ce que vous avez d'autres réseaux, associations, fédérations ou centres que vous souhaitez peut-être leur recommander? Oui, bon, pour les journalistes qui nous suivent, pas en République centrafricaine, mais qui sont dans le monde. Je vois bien, c'est la question. Oui, c'est bien. Oui, il y a votre forum, que j'ai découvert, je ne sais plus si ça fait plus de 8 mois ou combien, mais je suis devenu féru de votre forum parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de paquets de formation que vous lancez à travers votre forum. Ça m'a permis d'intégrer beaucoup d'autres réseaux à travers votre forum, d'intégrer d'autres réseaux par ricochet. Donc, il y a ce réseau, il y a également… le GIGN, mais ça, c'est beaucoup plus spécialisé. Les autres réseaux, il faudrait que les journalistes qui sentent qu'ils ont la passion de faire de l'investigation peuvent d'abord commencer par s'inscrire à travers les newsletters et pour devenir membre éventuellement, je pense que les administrateurs ou les responsables vont remarquer au fur et à mesure ces membres-là ou ces journalistes qui s'intègrent à ça. Et il y a aussi pour les journalistes sensibles au conflit, il y a des droits de l'homme, il y en a en pêle-mêle. Et c'est beaucoup plus par la passion et l'orientation ou la spécialisation de chaque journaliste. C'est surtout ça. Monsieur Hector, est-ce que vous souhaitez aussi recommander d'autres organisations non mentionnées par monsieur Jean-Pierre? Allô? Bon. Oui, allô, Hector. Oh, je crois que bon, il a presque tout dit. Hein. Bon, il faut dire que les réseaux, ça varie aussi, comme je le disais, selon le centre d'intérêt et puis selon ce pourquoi notre cœur bat en tant que journaliste. Donc, au travers de ce que vous faites, je crois qu'il y a déjà beaucoup d'opportunités, comme le confrère Jean-Claire l'a dit tout de suite, déjà au travers des opportunités, vous pourrez facilement même vous retrouver dans d'autres réseaux. Et donc, il n'y a pas un réseau en tant que tel que je pourrais recommander, mais je pourrais plutôt recommander à nos confrères de toujours postuler, de toujours dire qu'il y a une opportunité, il y a un lien qu'on envoie, que ce soit sur une forme, que ce soit sur WhatsApp ou Facebook, il faut toujours postuler, il faut toujours essayer. Parce que ce n'est que quand on postule à ce genre d'opportunités que facilement on se retrouve dans des réseaux. Moi, je me rappelle très bien, j'ai été sélectionné entre-temps pour une session de formation comme ça avec le Climate Change et c'était à Accra, au Ghana. Et quand je suis allé, bon, j'ai été retenu, certes, je suis allé à Accra, c'est là,
vous vous rendez compte que quand je suis allé, c'est là que je suis encore rentré dans d'autres réseaux. C'est-à-dire, quand je suis allé à Accra, je suis tombé sur d'autres journalistes, d'autres confrères. Dans nos discussions, ils étaient très intéressés par ce que je faisais. Et facilement, je me suis retrouvé dans d'autres réseaux. Et c'était juste par cette opportunité. Vous voyez un peu, c'est pour dire que... Oh, allô? Oui, allô, on vous Oui, entend moi parfaitement. je suis à certains qui n'ont pas de son. Vous me recevez? Oui, Oui, nous te recevons, cher confrère. Allô, c'est bon? Oui, c'est c'est bon, bon. allez-y, monsieur Hector. Oui, oui, c'est ce que je disais. Je disais au travers de voilà, de cette sélection, je suis rentré dans d'autres réseaux, euh, plusieurs réseaux comme ça de journalistes, pas forcément de l'Afrique de l'Ouest, des journalistes qui sont dans l'Afrique centrale, des journalistes qui sont en Asie, qui sont en Inde, mais qui font également dans l'environnement. Et vous voyez un peu, donc, ça vous permet de suivre un peu ce que les autres font et en même temps de vous évaluer, quoi. Donc, moi, j'encourage évidemment nos confrères à postuler, à candidater. Il ne faut jamais se décourager, même si c'est en anglais, il faut postuler. Merci D'accord, beaucoup. monsieur Hector. Merci beaucoup. Madame Adrienne, il ne reste que vous. Une dernière chose, un dernier mot. Chers confrères, chers consoeurs, chers panélistes, chers participants et participantes, merci pour le temps passé ensemble. Ça a été très intéressant. Nous vous prions. Il y a du bruit derrière. Priez à désactiver votre micro. C'est parfait. Merci à tout un chacun d'avoir participé à ce webinaire. Merci surtout à vous, chers panélistes, d'avoir accordé de votre temps, d'avoir partagé des conseils avec des journalistes sur l'intérêt du réseautage. Pourquoi il est important pour les journalistes d'adhérer à une fêtière, à une fédération, à une association ou à un ensemble de journalisme. Merci surtout pour votre disponibilité, pour votre temps. Je vous donne rendez-vous ce mercredi ou ce jeudi pour un nouveau rendez-vous. Mais je voudrais aussi rappeler que nous avons lancé un petit sondage. J'ai envoyé le lien dans les commentaires comme nous le faisons habituellement. Un sondage qui nous permet de savoir si le webinaire a été utile et intéressant pour ceux qui l'ont suivi, si les participants ont éventuellement d'autres questions, d'autres recommandations ou des remarques à nous faire. C'est l'occasion de le faire en prenant quelques secondes pour répondre à ce court questionnaire qui nous renseigne sur l'utilité de ce webinaire, puisque l'objectif du forum est d'aider les journalistes de leur apporter les ressources dont ils ont besoin pour mieux travailler. Alors, nous sommes soucieux de savoir si ce webinaire a répondu à toutes vos attentes. Merci encore une fois et n'hésitez pas à partager, comme nous venons de le dire, le lien du forum de reportage avec les autres confrères pour les amener tous ensemble à y adhérer afin que nous puissions travailler ensemble. Et l'esprit de ce forum, c'est de mettre ensemble les journalistes, les permettre de travailler ensemble, non pas seulement sur des projets de reportage, mais aussi de se partager des contacts utiles et de faire avancer leur carrière. Merci encore une fois et bon après-midi, bonne journée, bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.